Bonjour Xavier Carrément. Bonjour Daniel. Après une longue carrière à la Poste, vous êtes vice-président de la Mutuelle Générale. C'est quoi votre job chez cet acteur de l'économie sociale et solidaire? Ouais, c'est un job qui est tout à fait intéressant parce que dans les mutuelles, une des spécificités, c'est que vous avez le monde opérationnel et puis le monde des administrateurs, qu'on appelle politiques, qui sont quand même assez proches. Et donc, il y a un conseil d'administration dont je suis administrateur, et parmi les administrateurs, il y a des vice-présidents. Et chaque vice-président, on va couvrir un domaine avec les opérationnels. Donc moi, c'est la partie développement, les nouveaux produits santé, comment justement mieux faire connaître la mutuelle, enfin tous les aspects de développement. Et puis, il y a aussi l'enjeu de couvrir dans une mutuelle, il y a des comités de section, c'est-à-dire des adhérents qui sont réunis. Et donc, il faut aller les voir là aussi pour aller leur expliquer les nécessités de la transformation, pourquoi il faut bouger sur tel ou tel point par rapport à la stratégie ou par rapport à un partenariat. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est en plein dans le monde de la santé, qui est particulièrement d'actualité, avec une approche qui est spécifique avec ces deux mondes qui sont assez proches, avec des valeurs de solidarité, avec beaucoup d'humanisme dans les démarches, tout en étant évidemment un acteur du marché, donc avec de l'efficacité, il faut quand même aller chercher, parce que sinon, d'ailleurs, même si on ne doit pas dégager tant que ça de résultats, on doit pouvoir assurer aux adhérents qui sont là des taux de cotisation sur leurs produits santé le plus faible possible. Donc c'est un monde qui est intéressant. Et je crois en plus qu'il est en devenir, justement par rapport à ces enjeux santé d'aujourd'hui, les enjeux d'accompagnement des faiblesses au cours de la vie, l'enjeu des aidants. En fait, on retrouve beaucoup de choses qui sont proches de la vie, en fait. Vous êtes aussi administrateur de l'Institut français de l'expérience patient. Mais finalement, c'est quoi votre parcours? Alors, l'Institut français de l'expérience patient, c'est tout nouveau et c'est pour moi une grande joie d'en être administrateur parce que ça me permet justement, dans cette association, de pouvoir apporter mon savoir-faire sur l'expérience client, sur la relation, sur l'attention, sur les parcours et mon savoir-faire maintenant sur la santé. Et donc, finalement, en regardant bien, mon parcours, ça a été de beaucoup travailler sur l'expérience client, puis l'expérience collaborateur. Et je suis arrivé là sur l'expérience patient. Et ce qui est intéressant sur l'expérience patient, c'est que c'est vraiment un endroit où les enjeux d'humanité sont très forts, évidemment. L'expérience patient, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, c'est quelqu'un qui est confronté à un monde plein d'angoisse. C'est quand même très processé, le monde de la santé. Les personnes qui y travaillent font tout ce qu'elles peuvent, mais courent toute la journée. Donc, est-ce que chacun peut avoir la petite attention, le petit mot qu'il faudrait? Et donc, c'est en ce sens que cette nouvelle expérience au sein de l'Institut français de l'expérience patient me plaît beaucoup. Et alors, mon parcours, c'est vrai que, en fait, j'aime à dire que je suis rentré en qualité en 2001. Je ne connaissais pas du tout le sujet et j'étais à l'époque au cabinet du président de la Poste où je m'occupais du conseil d'administration et des instances. Et dans les services financiers de la Poste, il n'y avait pas de direction qualité à l'époque. Et donc, on m'a proposé de prendre ce sujet. Et pour moi, ça a été, j'allais dire, soit un coup de foudre, soit une révélation, parce que je me suis senti utile dans comment améliorer une situation, un système, une organisation, avec un collectif. Comment on fait de l'amélioration continue, comment on va essayer d'aller chercher une forme d'excellence.
Et donc, ces sujets-là m'ont vraiment passionné. Après, j'ai eu la chance de travailler sur la création de la Banque Postale. Et une fois ce projet sur la création de la Banque Postale, le président de l'époque, Jean-Paul Bailly, m'a proposé de devenir le directeur qualité du groupe La Poste, en me disant, on vient de créer la Banque Postale, mais les clients ne viennent pas à cause des files d'attente dans les bureaux. Et donc, Xavier, en tant que directeur qualité du groupe, il faut travailler à ce sujet. Et c'est en travaillant à ce sujet que je me suis dit, finalement, la qualité, c'est tout à fait remarquable, essentiel, mais attention à ne pas faire de l'art pour l'art. C'est-à-dire, en fait, et j'ai vu ça plein de fois, on peut faire des beaux processus, mais ce n'est pas pour ça qu'on a un client qui sourit. Je peux faire des belles organisations, mais j'ai des collaborateurs qui ne sont pas forcément épanouis ou qui comprennent le sens de ce qu'on peut leur demander. Et donc, en fait, c'est ce moment-là a été mon passage, d'une certaine façon, entre la qualité et l'expérience client, la relation client d'abord et l'expérience client. Et j'en suis, après, jamais sorti, parce que je suis convaincu que finalement, ce qui peut améliorer une organisation, c'est justement de partir de ce que disent les clients, les adhérents, les patients, les citoyens. C'est partir d'eux et puis de remonter et de regarder par rapport à ce qu'on envoie en top-down, comment je vais pouvoir faire remonter ces besoins-là. Et pour moi, ça a été là aussi un moment vraiment je me suis bien retrouvé, je vais dire, en me disant, bah là, je me sens utile, parce que souvent, c'est un sujet qui est un petit peu sous d'autres priorités, les priorités de la direction financière, les priorités voilà, des grosses organisations. Et tout l'enjeu d'arriver à faire émerger ce sujet-là. Et puis, avec l'expérience, on apprend qu'il faut le faire émerger le plus haut possible si on veut avoir une chance que ça puisse payer. Et donc, c'est ça qui est dans ma réponse, finalement, par rapport à mon parcours. C'est la qualité, puis la relation client, puis l'expérience client. Et puis de là, de partir sur les collaborateurs et puis de partir sur d'autres sujets comme les patients. Quelles sont les 2 dates qui ont le plus compté pour vous? Alors, incontestablement, il y a le jour où j'ai été nommé directeur qualité du groupe La Poste par le président Jean-Paul Bailly. Je souhaite évidemment lui adresser un message sympathique, parce que ça a été des années, j'ai été 10 ans directeur qualité, donc c'était en 2006. Et ça a été, voilà, ça a été un peu ma colonne vertébrale à La Poste. Et puis l'autre date, elle est assez proche d'une certaine façon, parce que ça a été, quand je suis rentré au service financier de La Poste, assez vite, on se disait, on ne pourra pas continuer longtemps si on ne devient pas une vraie banque. Et donc, on avait tous, au niveau des postiers et des services financiers, chevillé au corps cette volonté. Et pour une raison que je ne saurais pas forcément expliquer, j'en avais vraiment fait ma mission. Et donc, c'est vrai que ce soit dans la partie préparation du projet, et puis jusqu'au jour de la création de la banque, donc c'est pareil, c'est les années 2005-2006, c'est des années qui ont été pour moi une forme d'aboutissement. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, je m'étais dit, maintenant que le projet est réalisé, je vais pouvoir peut-être faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que Jean-Paul Bailly a dit, mais non, il y a encore des choses à faire. Et notamment, il y a la transformation des bureaux de poste avec ces files d'attente qui cassent l'image et puis qui surtout cassent l'envie de venir nous voir alors qu'on a une belle banque. Et donc c'est vrai que ça a été un moment pour moi, un moment voilà, dans mon parcours qui m'a structuré. Voilà. Vous rêviez de quel métier quand vous étiez enfant? Alors en fait, enfant, je crois que je me serais bien vu écrivain. J'aimais beaucoup les livres.
Et ensuite, pendant les études, j'ai eu la chance de faire Sciences Po. Et là, j'avoue que je me serais bien vu homme politique. Et donc, c'est vrai que la politique a toujours gardé pour moi beaucoup d'intérêt. Alors, je ne pouvais pas à la fois être à fond dans la vie professionnelle et dans la vie politique. Donc, en fait, il a fallu faire un choix. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu, j'ai participé à un certain nombre d'aventures, on va dire, dans le champ politique, parce qu'il y a cette idée aussi, peut-être qu'on retrouve d'engagement, de se sentir utile et essayer d'aller porter ses idées, alors plutôt évidemment derrière quelqu'un d'autre, mais voilà, ça m'aurait probablement plu et peut-être que ça pourrait revenir plus tard. Vous êtes le père d'Esprit de service. Alors, il en est où cet esprit aujourd'hui? Alors, esprit de service, c'est vrai que pour moi, c'est un sujet presque affectif, parce que en fait, quand j'ai vraiment beaucoup travaillé pour la création de la Banque Postale, et puis quand la Banque Postale a été créée, voilà, je me suis senti un peu, la victoire était collective et puis est portée par d'autres, etc. Et donc, quand on a travaillé sur le projet qui s'appelait Contre toute attente dans les bureaux de poste, pour trouver la manière de réduire les files d'attente et de le faire évidemment avec les patrons des bureaux de poste plutôt que d'inventer à leur place les choses. Et donc, on avait fait un pilote avec 40 patrons de bureaux. Et puis ensuite, par rapport à ce qu'on avait trouvé, c'est parti sur 1000 bureaux, sur 2000 bureaux, etc. Et donc, j'ai eu envie, cette fois-ci, de laisser une trace de tout ce qu'on avait pu faire sur ce plan collectif de transformation, qui était une vraie fierté au sein du groupe La Poste. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que j'écrive des tribunes, il faut que je fasse un blog, il faut que j'écrive des livres, donc j'avais fait 2 livres. Et puis, pour continuer à faire vivre tout ça, créer une association. Et donc, en 2014, avec quelques amis, on a créé donc Esprit de Service France, qui était, à l'époque en tout cas, qui était un endroit de rencontre entre des professionnels de la transformation par le service. Alors en 2014, on ne parlait pas encore comme aujourd'hui du design de service, même du NPS, etc. Et donc, ça a été des années assez super de création, finalement, de tous ces sujets qui sont devenus aujourd'hui vraiment très tendance, mais surtout très nécessaires. Et donc, l'exercice nous a amené à dire, en fait, pour transformer une entreprise, il faut qu'on ait une feuille de route avec des conditions pour la réussir. Et donc, on va créer un modèle, le modèle Esprit de Service. Et puis, on va essayer de regarder avec la norme européenne sur les services, de regarder avec la FNOR, comment on peut finalement montrer que ce modèle est efficace, c'est-à-dire qu'il va aller chercher par l'expérience de la satisfaction et donc du développement et donc de la rentabilité, parce que c'est évidemment notre sujet dans l'expérience client. Je reviens un peu avec cette idée de l'art pour l'art. Bien sûr, il faut aller chercher le sourire, mais c'est mieux si ça fidélise, c'est mieux si ça fait du good buzz, etc., etc. Et donc, en fait, ce sujet donc, de l'esprit de service a été vraiment une co-construction avec beaucoup d'entreprises qui ont joué le jeu. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, la réalité nous rattrape. C'est qu'en fait, on se rend compte que pour vraiment transformer, il faut toucher à peu près à tout. Et que pour toucher à tout, du coup, il faut avoir le directeur général dans sa poche. Sinon, c'est compliqué. Et donc, en fait, peut-être on a mis la barre un petit peu haut en se disant, finalement, pour que ça marche, il faut qu'on puisse régler tous les boutons.
Et donc, ensuite, chacun et je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux, de façon pragmatique, a pris ce qui était le plus important pour lui à ce moment-là de sa transformation. Et donc, pour certains, c'était encore ces enjeux de parcours, ces enjeux d'irritants, les fameux irritants clients, et qu'on a beaucoup travaillé en disant il faut passer des irritants clients aux irritants des collaborateurs. Donc c'est une idée qui a été pas mal reprise. Et puis se dire finalement, si je veux vraiment arriver à aller chercher l'expérience, si je prends mon exemple de ce que j'ai vécu sur les guichetiers, quasiment aucun guichetier n'avait pas envie de bien faire. Mais simplement, il n'était pas toujours mis en situation de bien faire. Parce qu'il y avait des process, parce qu'il y avait peut-être un chef qui demandait surtout du reporting, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de machines dans le bureau de poste qui lui permettaient justement de faire surtout des actes à valeur ajoutée. Et donc, en fait, cette idée de comment je veux mettre du coup mon management en soutien, au service. Donc c'est vrai que par exemple dans l'association, à un moment donné, certains ont pas mal travaillé sur le servant leadership. Il était un peu plus développé aux États-Unis, mais finalement pas tant que ça. Et en France, on n'a pas non plus réussi à en faire l'alpha et l'oméga. Mais pourtant, c'est un sujet qui est tout à fait passionnant, parce que justement, c'est de se dire, en tant que manager, comment je vais aider mon équipe à réussir ensemble l'objectif. Donc ça, c'est vrai que c'est des points qui sont vraiment très importants. Et je fais juste une parenthèse, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le télétravail, c'est venu impacter grandement le rôle du manager. Alors c'est vrai que dans les parties les plus opérationnelles, heureusement, j'allais dire, les personnes doivent être là et leur chef aussi. Mais par contre, c'est vrai que sur toute la chaîne de la valeur qui va mailler toute l'entreprise, une citation qu'on aimait bien dire, c'était en fait le résultat final en termes de service, il va dépendre du maillon faible de la chaîne. Et ce maillon faible, entre guillemets évidemment, il peut se trouver en front office, mais aussi en back office. Peut-être au service juridique qui a fait des papiers, en voulant faire de la conformité, c'est tout à fait nécessaire, mais peut-être des papiers trop compliqués, ou au service informatique, en ne rendant pas la vie simple, ni aux clients, ni aux collaborateurs, etc. Et donc, en fait, ce qui est tout à fait... C'est pour ça qu'on retrouve cette idée de transformation, de bout en bout, de collectif, c'est qu'en fait, chacun est un maillon de la chaîne du service, et le résultat final va dépendre du maillon le plus faible de la chaîne. Et on retrouve cette idée de dire ça concerne tout le monde. On retrouve l'idée de dire il faut normalement réussir à tout coup l'expérience. Si je la réussis qu'une fois sur deux, forcément ça ne va pas le faire. Et donc ça veut dire que ce que je suis en train de travailler, de mettre en place, c'est quelque chose qui doit être vrai sur la durée. Et donc, là aussi, il faut qu'il y ait une volonté, j'allais dire, tout en haut, pour que je puisse mettre en place un dispositif qui va mailler toute l'entreprise, mais qui va rester aussi pertinent sur la durée. Or, on sait que les organisations, alors par exemple, si on prend l'exemple de la Poste, la chute vertigineuse du chiffre d'affaires courrier, forcément, va venir impacter tous les raisonnements économiques de l'entreprise. Et c'est vrai que sur nos sujets de qualité de service, d'expérience client, de relations clients, de Figital, forcément, ça vient interroger tout ça. Et ce qui a pu être vrai est plus difficile à continuer, mais sauf que le client, lui, ne comprend pas forcément, ou le collaborateur ne comprend pas forcément, parce que pour lui, c'était sa mission, d'une certaine façon, de pouvoir aller chercher ce sourire client. Donc c'est vrai que pour répondre en synthèse à la question sur cet esprit de service, je pense que c'est quelque chose qui doit animer en permanence tous les acteurs de l'entreprise, mais que, évidemment, en fonction j'allais dire de la foi de chacun par rapport au sujet, par rapport aux difficultés, par rapport aux contraintes économiques, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse faire vivre. Voilà.
Quelles sont les clés pour réussir à mener un projet avec succès jusqu'au bout, comme celui-ci par exemple? Voilà, donc en fait, je pense que les clés, s'il fallait les résumer, c'est vraiment de se dire, il faut qu'il y ait une volonté au plus haut qui va ouvrir les portes. Euh, si je prends l'exemple si je prends l'exemple du projet Contre toute attente qui est devenu esprit de service au niveau de la Poste, c'est le fait de pouvoir dire que la DRH, le directeur financier, le directeur du système d'information sont au service de cette réussite-là. C'est vrai que souvent dans les projets, c'est un projet parmi d'autres, et puis chacun dans son silo a ses propres projets et ses propres enjeux. Pour arriver à transformer fondamentalement une organisation, il faut évidemment qu'il y ait un seul objectif et que tout le monde puisse se mettre derrière. Et puis l'autre aspect des choses, c'est bien sûr ce que là on a pu vivre, qui a été de partir finalement de ceux qui font, de ceux qui sont dans les bureaux, des guichetiers, des patrons des bureaux de poste, de ceux qui vivent les 1000, 1500, 2000 personnes qui rentrent par jour, de les écouter et d'essayer de regarder comment on peut les aider avec les flux, avec le savoir-faire des outils du design de service, avec des nouveaux automates, avec des mesures, mais des mesures qui ne soient pas des mesures pour sanctionner, mais des mesures pour dire là, il y a un point d'amélioration, on voit bien que le jour des prestations sociales, on voit bien que le samedi, on voit bien, etc. Et donc, d'être toujours dans cette disposition de dire comment on va faire pour aider les opérationnels, d'une certaine façon, qui sont là pour, au quotidien, aller chercher ce sourire client, cette belle expérience client, du coup cette recommandation, du coup ces recommandations justement qui peuvent aller le plus loin possible. Et ce qui est intéressant aussi, qui est toute la spécificité évidemment pour déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, c'est que chacun vit des expériences, donc peut en permanence les comparer. Et donc, c'est d'une certaine façon jamais fini. Hein. Et les meilleurs de la classe ont tendance à tirer, voilà, la couverture. Et je me rappelle toujours, dans les bureaux de poste, à l'époque, au sein de l'Association française de la relation client, on rencontrait souvent Monsieur Deschamps, le patron de Nespresso, et qui nous disait, en fait, moi j'ai des super taux de satisfaction, mais évidemment, il offrait un petit café à chaque client qui rentrait dans son magasin, et je disais, ah ben moi, Arnaud, je ne vais pas pouvoir faire la même chose dans les bureaux de poste. Et pourtant, les gens se sont un peu habitués aux bonnes choses. On parle souvent d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est la clé de tout, hein, pour commencer. Pour moi, justement, c'est de faire en sorte de ne pas être mangé finalement par les exigences et savoir garder du recul pour continuer à entendre justement les différentes expériences. Et ce qui m'avait beaucoup frappé dans le discours de Jean-Paul Bailly, c'est qu'en fait, il faisait un lien très direct entre la qualité de service et la qualité de vie au travail. Et en fait, ensuite, tout ce qu'on a pu voir sur les démarches sur la symétrie des attentions, c'est en effet de se dire, finalement, pour aller chercher cette expérience client, je ne peux la réussir que si mes collaborateurs sont bien pour leur quotidien. Et comment je fais pour qu'ils soient en condition de réussir ça. Alors c'est difficile, l'expérience client c'est une pression permanente, c'est des clients très exigeants. À un moment donné, je trouvais même qu'on en avait peut-être fait un petit peu trop, le client était devenu roi, il tolérait plus rien. Et c'est vrai qu'en face, pour les équipes, évidemment, qui ont 1000 choses à gérer, c'est particulièrement compliqué. Qu'est-ce qui vous fait encore courir dans le métier, Xavier? En fait, c'est d'essayer de regarder comment les outils aident sans cacher la relation. En fait, aujourd'hui,
ce qui est formidable, c'est que par rapport à une question, une réclamation, un besoin d'information, en fait, c'est omnicanal et on peut avoir, a priori, réponse à son besoin. En fait, quand on se vit soi-même client exigeant, patient ou accompagnant de patients, ou même citoyen dans sa relation au service public, c'est là où on se dit il y a encore quand même pas mal de choses à faire, parce que malheureusement, pour traiter des volumes importants, on massifie finalement cette relation, et que parfois ce sont les personnes les plus en fragilité qui justement ont besoin d'avoir cette relation, cette qualité de relation, cette écoute qui va prendre du temps, et qui peuvent être emportés dans les flux du traitement des informations. Et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire comment les nouvelles technologies, comment l'intelligence artificielle, comment tout ce qu'on est en train de mettre en place va faciliter la relation, va simplifier le parcours, mais sans oublier que si j'ai besoin, dans un moment de vérité, eh bien là, j'ai une corde de rappel et j'ai quelqu'un que je peux joindre, au-delà des fameuses foires aux questions. Quel héritage souhaitez-vous laisser? Alors, c'est un grand mot, et puis c'est surtout pour mon garçon Baptiste, qui a 17 ans, et donc j'essaye de lui passer comme message l'enjeu de l'attention aux autres, l'enjeu de l'écoute, l'enjeu de l'empathie, l'enjeu d'écouter ceux qui font et pas penser à leur place. Et puis, plus globalement, c'est cette idée de se dire que quand on veut, on peut. Quand on arrive à constituer un petit groupe de personnes déterminées qui se font confiance, on peut changer des choses qui semblaient totalement impossibles. Et pour le coup, il y avait eu 1000 projets sur les files d'attente dans les bureaux de poste. Et donc, quand on a commencé avec quelques-uns la mission, on s'est dit ça va être compliqué, est-ce qu'on va y arriver? Et c'est parce qu'on est parti vraiment de l'échange avec les 40 patrons des bureaux de poste, avec les guichetiers, avec les syndicats, on a réussi à trouver un chemin. Donc rien n'est impossible. En parlant de clients, comment vous vous percevez comme client? Alors, je pense que ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire que ma première réaction est probablement un peu exigeante. Et que je dois parfois m'y reprendre à deux fois en me disant ben non, mais avec tout ce que je sais de la complexité des organisations, des process, en fait, ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est simplement que ce n'est pas encore tout à fait... Mais je reconnais que quand on a une question, quand on a une réclamation et qu'on se heurte à un mur, qu'on n'a pas la réponse ou qu'on se sent perdu finalement dans un grand système, où on se sent finalement pas reconnu, eh bien là, j'avoue que ça continue de me tourner un petit peu les boyaux. Né la même année que l'acteur humoriste Cadmerade, faut-il aussi avoir de l'humour quand on est vice-président? Ah, je pense que quel que soit le poste, il faut avoir de l'humour, parce que la vie est compliquée. Il y a des hauts, il y a des bas, et donc il vaut mieux essayer de garder le cœur à l'ouvrage, et puis la lucidité qui permet de garder effectivement cet humour qui fait du bien. Alors c'est pas un humour cynique, c'est pas un humour qui peut aller taper, ça doit être un... Voilà, et c'est vrai que par rapport à Cadmerade, la question est amusante. J'ai découvert pendant le confinement l'acteur à travers Le Baron Noir. Et comme je disais tout à l'heure que j'étais toujours un passionné de politique, j'avais trouvé le personnage assez extraordinaire, y compris dans le réalisme finalement des situations.
Et ça, j'ai trouvé que c'était voilà, c'était une très très belle série. C'est quoi votre truc pour décompresser le week-end? Alors moi, c'est depuis toujours, c'est la marche. Je marche beaucoup. Et j'aime bien découvrir des endroits que je ne connais pas. Donc en gros, c'est être dehors et c'est m'aérer. Alors, qu'est-ce qui vous motive chaque matin après votre levée? Bah, en fait, ce que j'aime bien faire dès que tout est prêt, c'est faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter depuis assez longtemps et j'y trouve vraiment. Alors j'ai un compte qui est plus professionnel sur l'expérience client et un compte qui est plus sur la politique. Et dans les deux cas, j'y trouve beaucoup d'informations qui me plaisent bien. Un petit coup d'œil sur la bourse, un petit coup d'œil sur la météo et en route. Quel est votre dernier livre? Alors, mon dernier livre, en fait, j'ai découvert un écrivain qui s'appelle Philippe Kerr, qui est un écrivain qui parle d'un policier, c'est un policier en fait, mais qui est plongé dans l'histoire. Dans les années 30, on va dire entre 1930 et 1950 en Allemagne. Et l'écrivain nous amène vraiment à être dans quasiment dans des situations très proches. On sent presque l'atmosphère, l'ambiance de l'Allemagne, par exemple en 1932, en 1933, à travers le prétexte d'un crime. Mais derrière, il y a toute l'histoire en marche. Et c'est particulièrement la petite histoire et la grande histoire. C'est très, très bien fait. Et il y a beaucoup de détails. Et donc, moi qui aime bien l'histoire, j'avoue que voilà, ce sont des livres que j'aime bien. Alors, quel film vous a le plus marqué? Et dans les films, peut-être, plus nouveau pour moi, c'est plus les séries en ce moment. Et j'avoue que j'ai adoré la série Viking. Parce que je trouve que là aussi, il y a tout sur la vie, sur la politique, sur le courage, sur la mythologie, sur la religion, sur les conflits de territoire, les conflits entre les hommes, la confiance de quelques-uns pour aller chercher des trucs impossibles. Et donc, j'ai vraiment aimé cette série. Quel message pour les jeunes générations? Faut s'accrocher. Il faut croire à ses rêves. Il faut pas trop voir tout ce qui est compliqué. Et puis quand même, globalement, il faut se dire que la route n'est pas facile et que donc il faut... ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup d'avoir d'avoir quelques amis en tout cas qui peuvent aider. Et puis d'essayer, ce qui n'est pas le plus simple, d'essayer de définir, alors peut-être assez vite, mais je ne sais pas, un peu sa boussole, justement pour éclairer son chemin. Et avec mon gars là qui a 17 ans, je trouve que les discussions qu'on peut avoir, c'est intéressant justement, parce que à cet âge-là, d'une certaine façon, tout est ouvert. Et donc, c'est d'essayer de se dire, dans tout ça, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va faire que c'est là-dessus que je vais mettre un peu plus de mon temps ou de ma passion pour pouvoir avancer. Avant de conclure cette émission, pouvez-vous nous lire et nous commenter surtout votre empreinte pour l'avenir sur notre livre d'or? Alors, voilà ce que j'ai écrit à chaud. Donc, au service d'une cause, d'un collectif, d'un projet, pour y apporter sur la durée un petit mieux. Très bien. Un grand merci Xavier pour ce moment de sincérité et surtout de simplicité. Merci Daniel. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain checkpoint sur A-News Expérience Client.